Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette première review de la série The Last of Us de HBO. Diffusée finalement en France sur Prime Video, on avait failli attendre d'avoir des news, mais enfin elle est là, et elle démarre en grande pompe. Un bel épisode de 1h20 qui se divise en deux parties, presque deux épisodes d'exposition en un, au look bien différent. Les deux showrunners, Craig Mazin et Neil Druckmann, nous offrent un premier épisode de qualité qui pose des bases solides pour la suite. Que vous soyez fan des jeux ou novice de cet univers, ce premier épisode promet un bel avenir à la série. Cette saga de jeux vidéo, pour le moment composée de deux jeux et leurs multiples remakes, s'est distinguée par sa narration que certains qualifieraient de dirigiste, mais qui est surtout très riche. De par ses relations entre les personnages ou la diversité des dangers de ce monde post-apocalyptique, à commencer par l'infection au cordyceps, un champignon qui transforme les humains en infectés de plusieurs types que vont devoir affronter les protagonistes au cours de leur voyage, mais surtout les humains, qui sont probablement la plus grande menace. Ce monde qui est au final un support pour une histoire au sujet et au message très fort. Un récit dur dans un monde chaotique dans lequel on va suivre deux personnages, Joel et Ellie, dont la relation va évoluer au fil des événements face auxquels ils vont devoir s'allier pour survivre. Sans plus tarder, on attaque ce premier épisode de The Last of Us, donc pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Tout d'abord, une partie sans spoil de l'épisode, suivie d'une partie spoil avec notamment les différences avec le jeu vidéo, et pour finir une partie super spoil dans laquelle je parlerai des épisodes suivants et autres théories. Un format que vous retrouverez probablement chaque semaine pour chacune des reviews de la saison. Tout commence avec une intro à l'intro, un genre d'émission télé de 1968 dans laquelle un scientifique teasait déjà le risque d'une épidémie aux champignons qui décimerait l'humanité. A remarquer ici un petit clin d'œil au réchauffement climatique qui pourrait en être la cause d'après ce scientifique. Cette mini-intro n'a pas forcément un intérêt transcendantal, à moins que peut-être on en revoie des extraits par la suite. Et c'est au tour du générique, un grand classique de HBO qui là encore nous régale avec une direction artistique superbe, et évidemment un thème musical parfaitement à propos ici. Les visuels sont magnifiques, le champignon a perdu ici son côté dégoûtant pour un effet plus graphique, grâce auquel notamment apparaît un jeu de silhouettes, bref un très bon générique, cohérent avec l'univers ou ce à quoi on nous avait habitués dans les jeux. Ensuite la série commence réellement avec une introduction d'environ 30 minutes sur la vie de Joel et sa fille Sarah en 2003. C'est très intéressant de découvrir la vie avant la chute de la civilisation, et on y découvre un Joel fun et sympa qui a une très bonne relation avec sa fille et son frère, et même avec ses voisins chelous. Ensuite, la série laisse monter lentement le sentiment d'insécurité, avec ce danger sans nom qui grandit derrière nos personnages. Malgré une ambiance un peu chaleureuse, avec des couleurs vives et des lumières chaudes, on sent vraiment le danger grandir dans l'ombre. Puis, après l'ellipse, on a un changement radical dans l'ambiance visuelle, un ton bien plus lourd, avec des couleurs plus ternes et un étalonnage plus froid, plus réaliste. Même si je n'aurais pas dit non à quelque chose d'encore plus gris pour poser les bases de ce monde triste et dur. Tout ceci souligné par la musique excellente de Gustavo Santaolalla, qui parlera aux puristes et mettra très vite les novices dans l'ambiance. Cet épisode et les prochains probablement font aussi énormément de clins d'œil appuyés à l'œuvre originale. On a de nombreuses scènes et plans qui sont des copier-coller de celles du jeu. Et c'est tant mieux car déjà en 2013, ces scènes étaient parfaites point de vue mise en scène. Comme la scène de la fuite dans le pick-up ou celle d'Ellie, Joel et la montre qui veulent dire beaucoup. Toutefois, pour ce qui est de la tension et de la peur, ce n'est pas encore ça. On sent que les réals en ont encore pas mal sous la pédale et qu'ils nous gardent tout ça pour un peu plus tard. On n'a par exemple pas encore croisé beaucoup d'infectés. Dans le premier épisode, la menace vient des hommes. Ensuite, concernant le casting, comme déjà dit dans ma vidéo sur le premier teaser de la série, on s'attendait à de très bons acteurs. Et pour le moment, je ne suis pas vraiment déçu. Pedro Pascal est déjà excellent dans ses rôles de papa gâteau puis de mec froid et sans cœur, ou Bella Ramsey qui nous livre une Ellie qui est tout aussi en colère que sauvage au début de l'aventure. J'aime aussi beaucoup l'actrice Anna Torv, et sa version de Tess est meilleure que celle du jeu, plus convaincante, mais en même temps je ne l'aime pas trop dans le jeu, donc il n'est pas difficile de me satisfaire sur ce point. Ensuite, Mère Dandridge, alias Marlène, eh bien rien à dire, elle reprend son rôle qu'elle avait déjà dans le jeu, donc elle est tout aussi convaincante. Bien que j'ai encore des réserves concernant le personnage de Tommy, je terminerai simplement en disant que le casting nous offre, comme dans beaucoup de productions de HBO, une performance très convaincante. Ils ne sont jamais hors du propos, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et pour finir sur la partie sans spoil, on a vraiment des échelles de plans équilibrées dans ce premier épisode. Des perspectives intéressantes qui permettent de respirer même quand on est dans des tunnels ou entre deux murs. On ne se sent pas étouffé, la mise en scène est vraiment organique à ce niveau-là. On a des respirations, des plans larges et après on revient sur les personnages en plan serré. Bref, un premier épisode qui envoie du lourd tout en douceur avant un épisode 2 qui va être bien plus flippant et sombre je pense. Je dirais même que le vrai sel de la série va faire son apparition dans ce second épisode et que le pilote n'était vraiment qu'une intro. Ils vont laisser la ZQ et ses quelques fausses notes derrière eux. Je passe donc à la partie spoiler de l'épisode avec les infos tirées du jeu. Déjà à noter que dans les deux parties, la série commence juste un peu plus tôt que ne commençaient les jeux. En 2003, grâce à ça, ils ont un peu plus développé le personnage de Sarah et sa relation avec son père Joel.
On y voit notamment la montre que Sarah offre à Joel et qui aura son importance par la suite, étant le seul lien qui lui reste avec sa fille, symbole de sa vie qui s'est arrêtée ce jour-là. Donc ça c'est cool, on nous donne un peu plus d'infos pour introduire quelque chose, mais on rejoint tout de même les jeux. Donc les puristes du jeu vidéo seront contents, et les novices peuvent immédiatement comprendre l'importance de certains enjeux. Après je tiens à souligner la représentation des voisins, qui sont des blancs cathos, un peu zarbi, pas fun et sans compassion. Même ces cookies ne sont pas bons, au raisin sec. Donc une caricature, mais il fallait bien leur donner du contexte. Et la vieille qui se transforme derrière Sarah, trop badant, j'aime beaucoup. On a ensuite un clin d'œil qui s'adresse exclusivement aux joueurs cette fois. Le film que Joel regarde avec sa fille n'est autre que Curtis et Viper 2, un des films dont Ellie parle dans le deuxième opus en se rappelant à quel point Joel aimait ses films d'action débiles aux suites sans fin. Donc un joli clin d'œil pour les fans les plus attentifs. On nous présente aussi toujours Joel comme un enfoiré quand il refuse d'aider les gens sur le bord de la route. J'avais un peu peur que cela change avec cette règle du politiquement correct, mais non, il reste ce qu'il était, un survivant. On retrouve même sa façon de parler très directive à son frère Tommy dans la voiture, tout comme dans le jeu, donc on est servi niveau cohérence ou clin d'œil dans ce premier épisode. A noter qu'il tente tout de même d'être sympa avec la voisine, même si elle se fait bouffer 10 secondes plus tard. Sinon, dernier changement significatif dans cette introduction, c'est tout le passage de la fuite, justement, après l'accident de voiture. On est très loin de l'angoisse que cette scène faisait naître chez le joueur, alors qu'il doit courir dans cette foule avec des infectés de partout, avec ces ombres et ces bruits qui nous suivaient sans cesse. Même si Joel se fait bien poursuivre par un coureur pendant quelques mètres avant de tomber sur le soldat qui lui sauve la vie et la détruit. Ensuite, en 2023, on retrouve Joel devenu un gros toxico-alcoolo, chose dont on se doutait un peu dans les jeux, mais là au moins c'est clair, il est une épave, un homme violent et en colère depuis la perte injuste de sa fille. Même son histoire avec Tess semble faite de violence et de mort. Tout au long de l'épisode, Joel semble être une figure de crainte au sein de la ZQ. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle réputation ? Encore un nouvel élément de la série qui permettra probablement d'étoffer les personnages et le récit. Et en parlant de personnages en colère, Tess, que je n'aime pas trop dans le jeu, toujours à me donner des ordres, viens ici, va là-bas, fais ça, dépêche-toi, en bon tutoriel de début de partie, elle était très dirigiste. Et le personnage de Anna Torv fait même une référence à ça dans la série. Une de ses premières phrases est de dire que Joel fait tout ce qu'elle lui dit de faire. Marrant. Mais surtout concernant Tess, son personnage a un peu plus de contexte. Par exemple, on sait enfin comment elle s'est fait tabasser avant qu'on la rencontre dans le jeu. Et elle en devient un peu plus profonde, plus intéressante. On remarque d'ailleurs très vite un lien naître entre elle et Ellie à la fin de l'épisode alors qu'ils sortent de la ZQ. Toutefois, Tess et Joel sont représentés comme plus gentils. Dans le jeu, ils sont des tueurs et ils recherchent des armes. Alors que là, ils ne veulent qu'une batterie pour aller chercher Tommy, ça aussi c'est nouveau. Et Robert est tué par les Lucioles et non pas par Tess par vengeance. Donc des persos un peu plus lisses de prime abord dans la série, tout comme la violence qui, bien que gratuite parfois, reste très soft. Mais encore une fois, attendons la suite avant de critiquer le manque d'hémoglobine. Autre petite différence mais qui en dit long, le soldat qui tue Sarah ne proteste pas dans la série. Alors que dans le jeu il précise à son chef qu'il y a une petite fille, ici il s'en fout et il tire dans le tas. Est-ce un moyen de vouloir encore nous faire comprendre que ceux qui ont le pouvoir sont mauvais ? Pas très subtil. Pareil pour cette nouvelle scène d'exposition en 2023 quand on voit le gamin arriver dans la ville en ruine, qui est plutôt très convaincante, et qu'il est accueilli par l'armée qui lui dit que tout va bien se passer alors que juste après on voit Joel brûler son cadavre. Ça nous fait clairement comprendre que si on est positif, c'est la mort directe, même sans symptômes, mais encore une fois, un moyen pas très subtil de nous faire comprendre que les méchants sont méchants. Et ici on voit bien le dépit de Joel, il se fout de tout, plus rien ne le touche, même pas de brûler le corps d'un enfant. Concernant les autres ajouts, on a notamment les textes sur les ténèbres et la lumière sur les murs de la ZQ qui m'ont fait immédiatement penser aux messages religieux présents dans le second jeu. Ici je verrais bien cela évoluer aussi un peu dans ce sens, notamment lors des passages avec les pillards ou autres groupes humains sur la route de Joel et Ellie. Car cela a bien été annoncé par les responsables du show que certains pans du scénario seraient originaux et développeraient notamment ces groupes de méchants humains dans une nouvelle ville au cours de la saison. Gros changement également dans le personnage d'Ellie qui n'est plus du tout amie des Lucioles et surtout pas de Marlène, mais simplement une prisonnière. On a bien un lien avec Riley qui était une Luciole, mais Ellie ne semble pas si proche de Marlène alors que dans le jeu elle dit clairement que c'est son amie. Puis on se rend compte qu'elle est loin d'être bête alors qu'elle décrypte le code de la radio en faisant une référence à George Michael, stylé, très bon choix. Tommy aussi n'est plus une ancienne Luciole qui a fait sa vie ailleurs, mais un gars qui semble en galère à l'extérieur de la ZQ, probablement en mission pour les Lucioles. Mais surtout Joel le cherche, et c'est la raison pour laquelle il part de Boston, donc sa seule motivation n'est plus seulement le butin promis ou les dernières volontés de Tess. Il a donc une raison de partir, en plus d'Ellie. Les intérêts de Joel rejoignant ceux des Lucioles à cet instant, ça facilite la décision des deux passeurs. Marlène demande également à Joel de pas foirer, et de manière bien insistante. Est-ce que cela implique que Joel est capable de choses, comme ils disent, ou juste que c'est un raté alcoolique ? Et alors qu'ils sont enfin sortis de la ZQ, l'épisode se termine sur un morceau de Dépêche Mode dans la radio qui nous prédit la tempête de merde qui va leur tomber dessus avec un superbe plan sur le Boston en ruine et le bruit des claqueurs.
que l'on va enfin découvrir dans l'épisode 2. Donc je passe naturellement à la partie super spoiler sur la suite. Étant donné que l'on est au tout début, ici les prédictions sont plutôt évidentes, mais laissons le temps à la série de faire son chemin et aux théories d'en faire autant. En ce qui concerne la suite, au vu du découpage du premier épisode, soit 35 minutes de pré-apocalypse et 45 minutes pour introduire l'histoire en 2023, je pense que le deuxième épisode sera exclusivement centré sur le chemin jusqu'au Capitole. Cela serait un bon moyen de développer un peu les personnages et principalement Tess qui va passer l'arme à gauche probablement à la fin de cet épisode, posant le poids de la responsabilité d'Ellie sur les épaules de Joel. Et là où cet épisode est clairement très attendu, c'est surtout car il va enfin nous présenter les claqueurs, ces infectés premium qui seront présents sur la route jusqu'au Capitole et bien plus encore. Et ensuite le troisième épisode sera plus centré sur les débuts de Joel et Ellie seuls, jusqu'à leur rencontre avec Bill et Frank. Dans le jeu, Frank est mort, laissant Bill seul, mais on sait que Frank sera un personnage de la série. Il n'allait pas manquer une occasion de nous montrer un couple gay dans une série en 2023. Donc soit il est bien mort comme pourrait l'indiquer la musique dans le post, et ainsi on aurait des flashbacks dans lesquels les producteurs pourront bien insister sur leur relation amoureuse, soit c'est un autre genre de merde qu'annonce le morceau de Dépêche Mode, et Ellie fera donc la rencontre des deux, ce qui promet de belles punchlines. Et donc, au vu du rythme, je ne pense pas vraiment que la saison 1 couvrira tout le premier jeu. Je miserai plutôt sur le voyage jusqu'à Tommy, jusqu'à Jackson pour cette première saison. Ce qui au final serait un bon moyen de faire durer le plaisir sans trop rusher l'histoire du premier jeu, qui est beaucoup trop riche pour si peu d'épisodes. Voilà, donc un premier épisode très bon et qui pose de bonnes bases pour les spectateurs de la série. Les enjeux politiques et sociaux sont clairs, avec un petit quelque chose de religieux en fond, et la relation des personnages, bien qu'un peu réécrite, semble aller vers le meilleur. Beaucoup de nouvelles choses tentent de prendre racine dans le récit pour nourrir la suite. Avec le deuxième épisode qui s'annonce bien plus sombre et donc probablement moins coloré mais surtout bien plus effrayant, j'ai vraiment hâte de voir plus de cette série The Last of Us, et d'en faire les reviews sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de The Last of Us, donc à très vite sur Anakaland. Bye.